Bonjour à tous. Ça va? Très bien. Alors je vais vous décevoir, Christine Vallot n'a pas participé à ce projet. Mais elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue au prochain Kaizen. Et puis merci à Christine pour tout ce qu'elle a fait sur le déploiement effectivement du Lean sur les groupements et en particulier à Lyon Sud. Je pense que ça a été très utile et ça a été dit toute l'après-midi, mais c'est un vrai apport. Donc Boréal, ça veut dire bloc accueil des urgences, Réa Lyon Sud. Et le nom a été choisi pile poil l'année dernière pendant la première conférence Lean, donc ça marque effectivement l'année du projet. Ça va faire 1 an qu'on a commencé à travailler sur ce projet, donc je vais vous raconter un petit peu la genèse et puis on va se focaliser sur l'utilisation du Lean dans la méthode. Voilà. Donc le contexte de lancement du projet. Donc, il y avait eu un pré-projet de restructuration des blocs en 2009 pour Lyon Sud, mais qui n'avait pas été inscrit au PGFP. Donc, on savait déjà, l'institution savait qu'il y avait une problématique sur les blocs opératoires, mais les contraintes, c'est la vraie vie, les projets, on en a plein comme ça, et qui ne s'inscrivent pas forcément, ça avait été le cas de celui-là. Et puis, on va dire que ce projet, il s'est rappelé au bon soin de tout le monde en juin 2016, pendant la visite de certification, où les experts visiteurs ont constaté que les locaux de certains blocs opératoires ne permettaient pas toujours d'assurer la maîtrise de la qualité de l'air. Donc on a été certifié A, mais quand même avec une forte incitation à faire des travaux sur certaines zones des blocs. Ce qui s'est traduit par un engagement de M. de Roubaix juste après pour rénover de façon accélérée certaines salles dont la rénovation va commencer partiellement dans quelques semaines. Donc du coup, dans le cadre de cet engagement-là, première inscription au PGFP en juillet 2016 d'un projet d'une enveloppe d'autour de 40 millions d'euros et puis plutôt centré sur les blocs, même si l'intuition était déjà à l'époque que le périmètre allait s'élargir un peu. Et donc, moi j'arrive en septembre 2016, ma première visite sur site avec M. Deniel et pour la réanimation et on me demande de faire une analyse de type schéma directeur des plateaux techniques dans leur ensemble. Donc ça commence comme ça. Et je fais mon rapport d'étonnement. Donc du coup, vous voyez les blocs opératoires en haut, c'est l'entrée des blocs opératoires du 3B+2 avec le lit au milieu, les rôles à gauche et l'armoire à droite. Pas beaucoup de place pour faire cheminer le lit. Beaucoup de flux qui se croisent, un diagnostic technique, traitement d'air, électricité, radioprotection, pas bon sur les blocs, et puis des contraintes de réalisation des opérations de réaménagement, parce que si on rénove les salles de façon partielle, on aurait du mal à assurer la continuité. Et vous voyez beaucoup vous le connaissez peut-être par ailleurs dans d'autres blocs, mais pas mal de stockage dans les circulations. Sur les soins critiques, c'est pas bien mieux. Un diagnostic aussi technique qui nécessite d'intervenir sur les réa, notamment sur le traitement d'air et l'électricité. Et puis une organisation qui est quand même un petit peu problématique puisqu'on a 2 réa séparés par un couloir et la surveillance continue séparée par un couloir aussi. Donc on voit bien qu'on n'est pas très optimaux en termes d'organisation. Quant aux urgences, un service d'urgence qui a été construit pour 10 000 passages et qui en fait 35 000 maintenant. Donc forcément, vous voyez l'alignement des brancards et puis un accueil qui n'est pas toujours qualitatif, même pour les VSAV ou les ambulanciers. Donc voilà, état des lieux, intérêt à faire un périmètre un petit peu plus vaste sur les blocs. Et donc là, on échange avec l'ADG et Guillaume en particulier qui était là tout à l'heure. On se dit pourquoi pas partir sur une méthodologie complètement nouvelle dans la mesure où il y a plutôt une bonne adhésion localement sur le déploiement du Lean. Pourquoi pas partir en Lean Design? Alors, qu'est-ce que c'est le Lean Design? Eh bien, c'est ça. Alors, ça ne vous dit pas grand-chose comme ça, mais ce graphique, il vous montre que quand on construit un bâtiment ou quand on fait une programmation habituelle, on va passer du temps sur la première partie, qui est la partie design, où on va travailler sur les organisations, on va faire des groupes projets sur la façon dont on voit le bâtiment. Mais finalement,
Ensuite, on va passer la main sur la phase verte qu'on appelle documentation à un programmiste. Et puis lui, il va prendre tout ce que l'on a dit, et puis il va les mouliner un peu à sa sauce. Il va rendre un projet dont on espère qu'il sera conforme à ce que l'on avait prévu en termes d'organisation. Et puis après, on a une phase travaux avec un architecte, où là, les utilisateurs perdent peu à peu la main. Le Lean Design, vous voyez que c'est la courbe en pointillé. On va travailler beaucoup plus sur la première phase, moins sur la seconde et un petit peu moins pareil sur la troisième. Et l'objectif, c'est que sur la phase très amont, on passe du temps à travailler sur nos organisations avant de travailler sur les plans. Depuis 1 an qu'on travaille sur le projet, personne n'a encore vu un seul plan du bâtiment. Donc ça fait 1 an et il nous reste encore 3 mois. Et vous allez voir tout à l'heure, nous avons travaillé essentiellement sur nos organisations. Alors les objectifs du projet, puisque le projet il est cadré, c'est un projet qui sera performant, donc de toute façon il va passer en copermo, donc il devra avoir une performance économique, mais une performance qualitative aussi, puisqu'on a intégré des objectifs d'amélioration continue de la qualité des processus, qualité des parcours, et on doit optimiser nos flux, c'est-à-dire que le Lean Design aussi, c'est de travailler dès le départ sur l'optimisation des flux. Flux des patients, flux des professionnels, flux des médicaments, flux logistiques. Donc on travaille tout ça depuis 1 an pour faire en sorte que le projet qu'on va porter soit un projet qui soit optimum selon l'angle de vue de chacun de ces flux. Et c'est un projet aussi centré sur l'expérience patient, parce que j'y reviendrai, mais il y a plus de 100 patients qui ont été impliqués dans le projet. Et un projet qui intègre la réutilisation des zones que l'on a récemment rénovées à Lyon Sud. Ce n'est pas un projet de reconstruction d'un bâtiment neuf entièrement, comme à H par exemple. On va allier rénovation et construction, ce qui nécessite d'être très inventif également pour faire en sorte que cette variable intègre le projet. Alors c'est une démarche collective qui associe 180 professionnels, c'est-à-dire qu'il y a 180 agents du centre hospitalier Lyon Sud qui sont intégrés, du brancardier au PUPH. Tout le monde dans le même groupe. Et vous le verrez tout à l'heure, tout le monde travaille ensemble dans des amphis. Ce n'est pas des amphis, mais on a des grands séminaires. Vous allez en voir en vidéo tout à l'heure. Et tout le monde construit ensemble les solutions, travaille sur les dysfonctionnements, propose des solutions dans des séances de séminaires communs. Donc forcément, c'est une démarche qui a nécessité qu'on aille voir un petit peu ailleurs en innovant ce qui se passait. Donc on a fait plusieurs voyages d'études. C'est une démarche qui favorise l'innovation parce qu'il faut essayer de proposer des solutions qui soient innovantes et démarquantes. Et puis, la figure imposée, c'est qu'on ne se rue pas sur une solution immédiate, on propose des scénarios et on évalue tous ensemble les scénarios. Alors, la méthode et le calendrier. Il n'y a pas de pointeur ? Et du coup, j'appuie comme ça. Voilà. Donc, la méthode et le calendrier, Donc, on a eu toute une partie... Merci. On a eu toute une partie du projet qui a été une première partie où on a décrit nos organisations actuelles et nos dysfonctionnements, les dispositifs d'écoute auprès des patients et des professionnels, et le cadrage, bien sûr, du projet. Ça s'est conclu par un premier séminaire où on a mis tout ça en commun, vous verrez la vidéo tout à l'heure. Ensuite, on a continué à travailler sur nos dysfonctionnements, sur des séminaires sur les 3 volets du projet, les blocs, les soins critiques et les urgences. On a mis en commun les propositions de solutions fin février dans un séminaire d'intégration. On a testé les solutions qui ont été proposées par les 180 membres de la gestion de projet. Ensuite, certaines solutions demandaient d'être complétées. On est en train de le faire dans des mini-ateliers. Et fin avril, on devrait avoir un scénario qui soit un scénario commun. Alors, pour vous illustrer les choses, à ce stade-là, et plutôt même à ce stade-là, avant le séminaire d'intégration, tout le monde veut l'imagerie à côté de soi. Ça ne vous étonnera pas. Et donc, on avait conclu à peu près là que notre bâtiment, il fallait qu'il soit sphérique. Puisque tout le monde voulait être à côté du déchocage, enfin c'était... voilà. Mais donc, il faut concilier, écouter ce que dit l'autre, vous le verrez dans le film tout à l'heure, et puis essayer de prendre des positions qui soient des positions concertées et médianes. Ça demande beaucoup de négociations, mais c'est une négociation qui est partagée, c'est-à-dire que les solutions, elles ne sont pas imposées, elles sont concertées.
Alors c'est un projet qui nécessite une gouvernance assez robuste, on y reviendra tout à l'heure. On se réunit toutes les semaines, il y a un comité directeur qui est médico-administratif avec M. Ruffion qui représente la valence chirurgie du projet, le Dr Potinet la valence urgence, M. Frigeri la valence anesthésie réanimation, Ludovic Rebouillat qui est présent dans la salle, qui est le directeur du référent des pôles urgence CHIR et moi-même, la partie administrative. On se réunit tous les lundis soirs de 19h à 21h et juste avant, il y a le comité technique du projet qui est plus large, qui réunit le comité directeur et élargi au cadre sup et au cadre sponsor du projet. Et là, on est à peu près une trentaine, certains sont présents dans la salle et on se réunit tous les lundis soirs de 17h à 19h et le jeudi matin de 7h à 8h. Donc la journée d'aujourd'hui a été un peu longue. Et on a des groupes de travail avec 180 personnes, donc, et vous verrez comment c'est animé. Et on est accompagné par un consultant qui ne s'occupe que de la méthode et pas du fond, qui est Capgemini. Donc c'est un méthodologiste, ce n'est pas eux qui font le projet à notre place, c'est eux qui nous aident à monter les séminaires, notamment, qui sont assez complexes, vous allez le voir. Alors pour vous illustrer ça, une petite vidéo. C'est enrichissant, très instructif. C'est un projet qui est très intéressant dans la mesure où il associe les patients. On pouvait exprimer tout ce qu'on voulait, c'était libre. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le dimensionnement du projet, vous voyez que tout le monde travaille ensemble. Alors, la méthodologie est assez précise, robuste, pour faire en sorte qu'on ait des cycles de partage qui nous permettent, à la fin des 3 jours de séminaire à chaque fois, de pouvoir avoir soit des dysfonctionnements étayés, soit des solutions maintenant qui soient précisées. Alors, je voulais illustrer un petit peu de façon concrète pour vous ce que ça pouvait donner Boréal grâce aux outils du Lean. Donc, on utilise bien sûr les outils du Lean dans Boréal et à travers l'exemple de la mutualisation des équipes médicales et paramédicales en réa, qui est un des axes qu'on a travaillé dans le projet, je vais vous illustrer comment on les utilise concrètement. Donc, on utilise plusieurs outils. Le premier, c'est l'OBIA. Vous l'avez entendu tout à l'heure à la poste. On a une OBIA du projet qui est l'endroit en fait où on a l'ensemble des indicateurs et des actions et des plans d'action du projet. C'est la salle de commandement du projet. Donc elle existe physiquement, mais on en a une virtuelle aussi. On a les deux. Où on peut partager sur l'ensemble des solutions et on a une communauté, l'ensemble des 180 personnes de la gestion de projet ont une communauté, un réseau social que l'on partage et on partage également les solutions à l'intérieur. Alors les Kaizen, ce sont les séminaires. Vous voyez la petite photo que vous avez vue tout à l'heure au début du film, hein, les 180 personnes qui participent. Donc l'objectif pour nous, c'est de partager les constats, les concepts et de repérer les dysfonctionnements et de travailler sur les solutions. Dans ces Kaizen, je le disais tout à l'heure et c'est très important, l'expertise compte autant que le savoir-être. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'échanger, de négocier, de donner la parole, de ne pas censurer la parole, que l'on soit, encore une fois, PH, brancardier, infirmier, AS. C'est un gros challenge du projet, que tout le monde se sente autorisé à parler et à communiquer.
Alors, j'y reviens pas, ça a été dit tout à l'heure, bien sûr qu'on utilise les concepts de la route d'Eming. Le Lean, c'est de l'amélioration continue, c'est de la qualité, et donc ces concepts-là sont effectivement au centre de notre démarche. On travaille beaucoup, ça a été dit tout à l'heure aussi, sur les arbres des causes. On utilise les 5 pourquoi. Chaque fois qu'on trouve un dysfonctionnement, ça a été effectivement très utile de faire des analyses en groupe pour pouvoir remonter jusqu'aux causes racines des problèmes. Et on a fait aussi des analyses de la chaîne de valeur. Là, vous voyez une chaîne de valeur de la réanimation, ce qui nous a permis de détailler tous les parcours qui allaient être dans le projet, de déterminer les goulots d'étranglement et de faire des mesures, puisque lors d'un des séminaires, on s'est partagé en deux. Il y a 90 personnes de la gestion de projet qui sont allées faire des mesures partout dans Lyon Sud. C'était assez chouette à faire. Donc voilà, et ça avait permis d'impliquer tout le monde de façon opérationnelle sur les choses que l'on voulait mesurer, avec des podomètres, avec des grilles de bâtonnage. Donc on a pu effectivement étayer les problématiques que l'on trouvait dans ces analyses de chaîne de valeur. Les A3, les A4, qui sont les synthèses en fait des solutions que l'on va trouver, et sur un seul, enfin pas que des solutions d'ailleurs, sur les documents vous allez avoir le dysfonctionnement racine, les causes, les échéances, les interdépendances avec les autres secteurs, parce que dans le boréal, ce que l'on souhaite, c'est vraiment faire en sorte que son problème, on ne le donne pas à un autre à côté, mais qu'on voit bien les impacts de ces solutions sur les autres secteurs. Et puis, on intègre aussi la vision du succès, puisque pour que la solution proposée soit un succès, il faut qu'elle corresponde à ce que nous ont dit les patients qui sont venus nous partager leurs objectifs, à ce que l'institution veut, à ce que les professionnels veulent également. Alors, on a pris un cas pratique. Cette présentation, on l'a faite à deux voix avec Dominique Combarnos, ce que j'ai vu tout à l'heure. La semaine dernière, on a pris le cas de la mutualisation des équipes médicales et paramédicales en Réa, et on a suivi les 5 étapes. Analyse du dysfonctionnement, on a recherché les causes, on a confronté ces causes à le partage des visions, proposé une solution et arbitré. On est arrivé à la fin du processus sur ce processus-là. Donc le contexte, je l'ai dit tout à l'heure, de Réa à Lyon Sud, une USC de 14 lits, sans continuité géographique, 105 ETP non médicaux en Réa, 32 en soins continus, un taux d'absentéisme de 10%, élevé, et puis une mutualisation partielle, puisqu'elle ne concerne que le PNM, et les personnels médicaux ne sont pas mutualisés. Et on va voir que ça génère des dysfonctionnements. Du coup, analyse du dysfonctionnement qui a été travaillée lors du premier séminaire, vous le voyez en bas à droite, les professionnels font remonter devant les médecins qu'il n'y a pas de mutualisation des RH médicales et qu'il y a des pratiques distinctes entre les deux unités, ce qui inclut une démotivation, une absence d'esprit d'appartenance. Du coup, quand on sait qu'on va aller en Réa Nord ou en Réa Sud, ça dépend de l'obédience que l'on a, on ne va peut-être pas y aller de façon très motivée. Quand on sait qu'on fonctionne sur un protocole dans une unité, dans l'autre, on a des pertes de repères, et donc ça crée des difficultés pour les professionnels. Donc on a formalisé l'arbre des causes. Je ne vous le détaille pas, mais vous voyez bien qu'on arrive sur des éléments où on a des professionnels qui nous disent il y a beaucoup d'absentéisme parce qu'il y a une lassitude, un manque d'appartenance, un manque de suivi des patients, moins d'implication, une difficulté à s'adapter au changement, des unités trop grandes, on travaille en 12 heures, il y a eu trop de turnover de l'encadrement, le principe de mutualisation est sans doute à revoir. Donc on a travaillé sur l'ensemble de ces causes. Et puis d'autres causes, manque de coordination entre les 3 équipes médicales. Donc, travailler en présence des médecins, oui, ils ne tournent pas entre les unités, l'organisation est différente entre les unités et les protocoles différents, il y a des consignes et des prescriptions différentes pour les mêmes patients, les mêmes typologies de malades entre les 2 unités. Du coup, pas de consensus médical et pas de protocole standardisé. Donc ça, les dysfonctionnements et les causes ont été parfaitement identifiés. Du coup, ensuite, il a fallu savoir quelles étaient les conditions du succès pour trouver une solution qui soit une solution valable. Alors les professionnels, eux, leur vision du succès, c'est qu'il faut arriver à un indicateur de turnover inférieur à 20%.
Il faut arriver pour eux à trouver un équilibre entre mutualisation et expertise pour avoir un meilleur collectif. Et puis, ils veulent une équipe à taille humaine et ils ont proposé qu'un patient par semaine, il voit au maximum, il soit pris en charge par 3 PNM et 2 PM différents pour essayer qu'il y ait une continuité. Alors du coup, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, mais eux, que veulent les patients? Ah ben les patients, eux, ils veulent pas ça. Ils s'en fichent de ça. Eux, ils veulent éviter les nuisances sonores. Franchement, les alarmes, ça les embête. Ils veulent améliorer la qualité d'accueil de leur famille. Et du coup, c'est vrai que des familles qui attendent avec les armoires à côté, ça ne les fait pas rêver, ça, les patients et leurs familles. Ils veulent qu'on réduise le temps d'attente quand il y a des visites et qu'on prenne bien en compte ce qu'il y a dans les questionnaires de satisfaction. Et puis, ils veulent qu'on mette en place une consultation post-réanimation parce qu'ils ont besoin de nous dire des choses et ils ont besoin d'avoir un suivi après. Alors, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on avait travaillé ça avant ça. Et les questionnaires patients étaient quand même très orientés par les professionnels qui ont voulu rechercher dans les premières versions étaient très orientés. Donc on a dû faire 3 fois les questionnaires pour qu'ils soient le plus neutres possible et que les professionnels ne cherchent pas à valider auprès des patients les orientations qu'ils souhaitaient voir prendre. C'est un travail méthodologique assez intéressant, mais qui a été très fructueux et très pédagogique. Quant à la vision de l'institution, que veut M. Coron ? Relayé par la directrice du groupement, bien entendu. C'est une diminution des coûts et une augmentation de la marge opérationnelle, c'est-à-dire quelle que soit la solution qui sera trouvée, il faut qu'elle réponde à cet objectif. Notre objectif, c'est d'améliorer le taux d'ouverture des lits pour augmenter l'activité des soins critiques. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'absentéisme, donc on ferme des lits parfois, et forcément, on ne peut pas accueillir de malades. Et bien sûr, la diminution du nombre de réclamations des patients. Dans la présentation, c'est un taux d'ouverture de 300. Ah, pardon. Pas un taux de fermeture. Excusez-moi. Vous voyez, il est vigilant. Hein. Et donc, proposition d'une solution. Comment on a fait? Au dernier Kaizen qui a eu lieu en février, il y a eu une séance de 3 heures par dysfonctionnement, donc dont celui-là. Et il y a eu une première phase qu'on appelle idéation, où les participants réfléchissent à une idée qui solutionne le dysfonctionnement, puis ensuite ils prototypent en séance, puis ensuite leur proposition de solution a été testée par des binômes qui vérifie que ce soit bien conforme à la vision patient, professionnel et institution. Donc on les a bien challengés. Hein. Donc ils ont proposé une solution. Vous le voyez là. Donc c'est bien le A3, le A4, hein, l'outil que je vous montrais tout à l'heure. Il y a le dysfonctionnement initial, les différences entre les protocoles, les attentes médicales différentes, l'absence de communication, des locaux éloignés, un matériel différent. La synthèse de la solution proposée, c'est établir des protocoles communs et un rapprochement géographique. Et à court terme, c'est-à-dire avant que Boréal soit construit, puisque l'horizon c'est 2023-2024, on n'attend pas Boréal pour harmoniser les protocoles et organiser la rotation des médecins. Donc ça c'est important. Effectivement, quand on travaille sur des dysfonctionnements, si on dit à tout le monde c'est très bien ce que vous avez fait, mais on va attendre 2024, ça fait rêver pas grand monde. Donc on est en train là de travailler sur le plan de transformation qui nous amènera du mois d'avril jusqu'en 2023-2024 en traitant de façon prioritaire les dysfonctionnements qui sont à notre main rapidement. Donc du coup, on a bien regardé que les propositions de solutions permettent d'améliorer les conditions de travail, la qualité de prise en charge, la performance médico-économique et d'optimiser les investissements. En l'occurrence, sur ce dysfonctionnement-là, on sait qu'on aura une réa et des soins continus qui seront à côté, donc déjà la partie investissement était travaillée. Et donc on leur a demandé d'approfondir également ensuite la solution, pour voir quelles étaient les conditions de mise en œuvre pour répondre à l'exigence d'un dimensionnement à taille humaine. Et puis on leur a demandé de travailler sur d'autres variables qui sont annexes, et comment travailler sur les CIPO, qui est une problématique qui perturbe un peu la réa, et comment on peut détailler la conception de locaux qui affine la mutualisation. Donc on les amène petit à petit vers le schéma fonctionnel des unités.
Et donc on a une session d'arbitrage le 15 mars. Alors je vous l'ai mis sous format Excel pour vous montrer que c'était tout chaud. Donc la séance d'arbitrage, c'est le comité directeur du projet qui arbitre. Et donc on leur a posé des questions que vous voyez là. Et l'arbitrage rendu, c'est qu'on est OK, hop là, je me lave parce qu'on est OK pour le plan d'action, mais il faut qu'il y ait un axe gouvernance médicale du service, puisqu'il nous semble que harmoniser les protocoles, ce n'est pas suffisant. Si on n'a pas vraiment une refonte de l'organigramme du service avec des responsables du F identifiés et un turnover associé, ça ne marchera pas. Et puis on a mandaté la direction des soins pour travailler sur l'astreinte kiné, qui était une problématique aussi. Voilà, donc illustrer la méthode Boréal sur un sujet et un dysfonctionnement, et on en a 180. Donc, même méthode, même logique pour ces 180 dysfonctionnements, propositions de solutions, qui nous amèneront donc à partir du mois d'avril maintenant à travailler tranquillement sur un positionnement de locaux et des schémas fonctionnels pour positionner les activités les unes à côté des autres. Alors pour vous illustrer le propos, puisque vous disiez tout à l'heure qu'effectivement c'était intéressant d'avoir des retours terrain, on a fait une petite vidéo et on l'a centrée sur le point de vue des cadres sur le projet, point de vue des cadres sur à la fois l'ambition du projet, l'impact sur leur pratique managériale et puis les limites et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de ce projet. Donc l'impact du projet sur ma position managériale a été assez important, puisque ça nous apprend à avoir des nouvelles méthodes de management, ça nous apprend également une grande ouverture d'esprit et ouverture vis-à-vis des autres sur la façon de travailler. C'est un projet auquel j'adhère complètement parce qu'il est vraiment dans la lignée des valeurs que je porte en tant que manager, c'est-à-dire la valorisation des agents, le partage de l'information. Le fait de se roder et de travailler sous forme d'ateliers différents, à la fois dans le cadre du projet et en parallèle dans mon activité quotidienne, ça m'a aidé à davantage acquérir un positionnement et je me sens davantage leader maintenant en termes de management. Ça nous permet de réfléchir de manière transversale et pas en tuyau d'orgue, et de s'intéresser dans nos organisations et nos dilemmes et nos dysfonctionnements avec ce qui se passe avec d'autres partenaires. Je me suis rendu compte que sur les projets dont j'ai amené en dehors du projet Boréal, je me suis obligée à utiliser en tout cas la même vision, c'est-à-dire la vision professionnelle, la vision de l'institution, la vision des patients. Le bénéfice personnel, je pense, et également pour l'équipe, c'est un enrichissement des rencontres. On rencontre des personnes avec qui l'on travaille tous les jours, mais on ne sait pas forcément ce qu'elles font. On ne connaît pas forcément les contraintes de tout le monde et ça permet justement de se découvrir ou de se redécouvrir, de ne pas rester sur des points forcément négatifs, mais d'apprendre des autres. On voit des objectifs, on arrive à atteindre déjà des premiers objectifs et je pense que c'est très motivant pour les équipes. Il n'y a plus de lien hiérarchique qui se fait, il y a une liberté de parole dans le groupe. L'échange entre médecins, directeurs, cadres, soignants, infirmières, ASH, tout le monde a la même valeur et tout le monde peut dire ce qu'il pense et ça c'est très fort pour redonner de la valeur à son travail au quotidien. Les bénéfices pour les équipes de bloc opératoire, c'est qu'on a commencé à tester de nouvelles organisations. On n'a pas attendu finalement la fin de Boréal et la mise en place d'un nouvel hôpital carrément. On a déjà commencé à tester des organisations nouvelles, notamment le brancardage. Les difficultés, c'est la gestion du temps. C'est vrai que c'est un projet très intéressant, mais il faut gérer le quotidien en même temps. Et c'est vrai que du coup, on laisse un peu tomber certains sujets et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Moi, ma difficulté, par exemple, c'était de maîtriser les outils. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est plutôt facile, entre guillemets, puisqu'on est quand même aidé par Capgemini. Et toute seule, je ne suis pas sûre que j'aurais été à la hauteur, en tout cas, de faire les choses de la même façon. Les freins, les difficultés auxquelles on doit faire face dans le projet Boréal,
C'est, je pense, alors je vais m'attirer les foot, certainement l'ego de chacun, parce que chacun voit, entre guillemets, midi à sa porte. Les recommandations que je pourrais faire concernant ce projet, c'est de prendre vraiment du temps pour les étapes de diagnostic, d'idéation, de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se fait pour pouvoir avoir plein d'idées novatrices pour les futurs projets. Mes conseils, c'est effectivement d'être, en tout cas au démarrage, d'être accompagné. D'être confiant, de parfois travailler un peu dans le flou, d'accepter d'être remis en question sur ses certitudes. Les conseils que je peux donner pour un tel projet, c'est monter un rétro-planning très tôt et notamment on le fait dans les comités directeurs ou comités techniques, mais on ne l'a pas suffisamment fait sur le terrain avec les équipes qui ne participent pas en direct sur le projet Boréal. Voilà pour une présentation, j'ai essayé de faire synthétique sur Boréal, qui est un projet très ambitieux et très riche pour Lyon Sud, avec un bénéfice quotidien sur la communauté. Je voudrais remercier l'ensemble. Il y a certains des participants ici, mais voilà, c'est beaucoup de travail, ça a été dit, mais beaucoup de plaisir aussi. Et des impacts au quotidien sur l'intégration de la démarche Lean dans un hôpital. Donc voilà, merci à tous. Merci pour cette présentation d'un mode de management de projet un peu innovant et qui devrait nous inspirer sans doute pour d'autres projets. Dans les questions, donc, il y a eu beaucoup là aussi d'observations, de remarques positives. Une des questions, c'est un regard qui est porté, et c'est un projet qui est porté en regardant l'existant. Est-ce que ce projet est confronté avec d'autres expériences, soit de gens, des professionnels extérieurs qui sont venus voir le projet, soit vers l'extérieur? Oui, alors on a un grand témoin qui nous challenge depuis le début, c'est le CHU de Québec. On a notre Canadien aussi, donc, qui est venu au premier Kaizen et qui va nous challenger la fin avril. Le Québec est comme vous le savez, est très propice au développement des démarches Lean et c'est effectivement le seul établissement que l'on connaisse aujourd'hui qui ait intégré le Lean Design dans la conception d'un bâtiment. Donc on s'est inspiré de leur méthode, mais aussi ils nous veillent, on va dire, sur l'évolution de la démarche. Je l'ai dit tout à l'heure, on a été aussi regarder ailleurs ce qui se faisait en France et en Europe, pour, Alice Kirchner le disait, pour essayer d'un peu de s'ouvrir les idées sur des solutions auxquelles on ne penserait pas forcément en restant à Lyon. Merci. Une dernière question, alors, qui est à la fois sur le projet, mais plus généralement dans le cadre de cet après-midi. En tous les cas, c'est comme ça que je la comprends. Une des questions est quand est-ce qu'on va évaluer le Lean avec les équipes? J'aurais tendance à penser que cet après-midi est déjà un mode d'évaluation. Je ne sais pas ton point de vue par rapport à ce qui est fait à Lyon Sud. Oui, alors je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans une démarche de grande ampleur comme Boréal, qui s'ajoute à la démarche qui a été indiquée tout à l'heure, qu'a fait Christine notamment, mais pas que sur le déploiement des 5 minutes, mais il y a aussi toutes les parties chefs de projet, on a vu de nombreux projets tout à l'heure, c'est qu'il y a par capillarité, il y a une diffusion. Alors c'est difficile de faire une évaluation scientifique avant-après, mais je trouve que, en tout cas, pour échanger avec les acteurs du projet, on se rue moins vite sur la solution. Ça a été dit tout à l'heure, on essaie d'avoir des points de vue différents sur une problématique, on va rechercher de façon intense les causes, parce que comme tout un chacun, vous comme nous, dès l'instant que toute la journée, on nous demande de trouver des solutions vite, c'est notre métier, et on nous interpelle là-dessus, et là, vraiment, c'est une rupture de méthode où on doit prendre le temps de l'analyse, et je pense que ça donne beaucoup plus de sérénité, en tout cas je parle pour moi, mais les équipes que je rencontre sur la façon dont on gère les projets. Bien, merci encore, merci. Bravo. Juste pour conclure cet après-midi, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants qui ont fait l'effort
de passer sur scène et de présenter leur démarche, et ce n'est pas toujours évident de venir raconter son histoire. Donc merci à tout le monde d'avoir fait ça, et merci à tous les participants. On a été plus de 250 aujourd'hui à suivre ces retours d'expérience et à parler de Lean. C'est le signe que c'est quelque chose qui prend dans la maison, qui est intéressant et qui intéresse. Le Lean, c'est toujours plein de réussites, des réussites du quotidien, des réussites sur des grands chantiers, mais c'est surtout en permanence un chemin d'apprentissage. Donc on n'est pas arrivé au bout encore, on a progressé, on va apprendre et on va apprendre ensemble. Juste 2 points sur des aspects plus techniques. Si vous êtes intéressé par la documentation centrale qui est dans ce bâtiment dispose de beaucoup d'ouvrages sur le Lean Management, donc qui sont en prêt et vous pouvez vous renseigner auprès de la documentation centrale. Autre point, pour faire vivre la communauté des agents Lean qui est réunie ici, la direction de la marque et de la communication a mis en place une rubrique sur le site intranet, une rubrique Lean sur laquelle vous allez retrouver la vidéo d'introduction que vous avez vue tout à l'heure. Vous allez retrouver aussi beaucoup d'outils, vous allez retrouver des coordonnées, alors d'abord de l'équipe de la direction de la performance qui vous accompagne au quotidien, je ne les recite pas, et on va mettre au fur et à mesure les coordonnées et des contacts en fait de l'ensemble des personnes qui déploient des initiatives Lean dans l'établissement pour que chacun puisse aller voir ce qui se passe chez le voisin et qu'on se retrouve et qu'on apprenne encore et qu'on comprenne mieux comment ça se passe pour avancer et pour progresser. Voilà, juste un dernier point, je voudrais remercier particulièrement Giovanni Alesio et Gwenaël Joma qui m'ont aidé à organiser cet après-midi et ils ont beaucoup œuvré pour faire en sorte que la technique fonctionne, donc merci. Et